parce qu'il y a beaucoup de sujets politiques dans une émission de divertissement, mais en fait, un processus de dépolitisation des sujets politiques aussi. Il assure beaucoup la promotion, mais peu importe leurs idées, c'est ça le problème. Cyril Hanouna, c'est une bête médiatique, on veut le voir, on veut l'écouter, mais on ne veut pas forcément aller lire ce qu'il a à dire, surtout quand c'est écrit par Christophe Barbier. C'est une émission qui n'a pas de mémoire. Alors ça, c'est une très bonne question. On n'est pas chez les cons ici. Les émissions télé, il faut le savoir, ce qui compte, c'est vraiment quel est le dispositif qui est proposé et pour quel message et quel public. Et je crois qu'avec Cyril Hanouna, ils sont un peu tous tombés dans le piège. Petite blagounette, drôle ou pas. Blagounette, là on sent l'influence d'Hanouna. Ouh là là là, ouh là là. Il faut te sortir de là, vite, vite, vite. Exfiltration. Amis de la police, bonjour. Amis de la politique, bonjour. Amis de Cyril Hanouna, salutations. 3, 4. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va Claire? Ça va très bien, voilà, un petit lundi qui commence, un café et au poste, très bien. Claire qui est chercheuse au CNRS, ça se voit, comme tous nos invités, elle pose devant ses bouquins. C'est quand même c'est un monde ça quand même. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos bouquins? Claire Secaille, vous êtes docteur en histoire contemporaine. Vous avez déjà écrit, je crois, 3 livres. Le crime à l'écran en 2010. Ça, c'était ma thèse. Le défi Charlie en 2016. Avec Pierre Lefébure. La Bible en 2020. Non. Ça risque pas. Non, les meetings électoraux. C'est voilà. Ça. Ah là là, c'est mal foutu ce commissariat. Tu es membre du comité de rédaction de la revue Le Temps des médias. Et de septembre à décembre 2021, tu t'es lancé, à corps perdu on peut le dire, dans une analyse quantitative des temps d'antenne et de temps de parole dans l'émission de Cyril Hanouna. C'est ça, c'est le temps d'antenne politique. Donc c'est-à-dire que d'abord, j'isole tous les sujets qui sont autour de la politique, parce que l'émission, comme chacun le sait, est d'abord et avant tout une émission qui traite de l'actualité des médias, des programmes, etc. D'autres collègues travaillent sur d'autres émissions, comme des journaux télévisés, des matinales radio, de la presse régionale. Et l'idée, c'est un groupe de travail qui s'appelle Média Élections, c'est d'aller voir comment les médias rendent compte de la campagne et qu'est-ce qui, selon les différents types de supports et de dispositifs médiatiques, va être donné à comprendre des enjeux de la campagne aux citoyens. J'avais choisi ce terrain, c'était il y a 1 an à peu près, en prenant au sérieux en fait Cyril Hanouna, qui avait depuis quelques années s'était donné un rôle un petit peu d'animateur de la vie politique française, et aidé en cela par des acteurs publics qui l'ont aussi notabilisé, crédibilisé dans ce rôle-là. Je pense notamment à certains membres du gouvernement. Ça démarre par une chose très importante qui est de dire qu'en réalité, les sujets politiques représentent en moyenne 17%, ce qui est quand même beaucoup, 17% de l'émission. Voilà. Alors, comment tu arrives à ce chiffre de 17%? Et là, peut-être qu'il faut démarrer. Et puis là, généralement, les chercheurs, ils aiment ça. Parler de la méthodologie, c'est-à-dire comment tu as travaillé précisément. Mon analyse, elle est qualitative et quantitative à la fois. Voilà. Les temps d'antenne, c'est du quanti. J'enregistre tous les jours l'émission Touche pas à mon poste. Je regarde toute l'émission et je relève, je compte. À partir du moment où ils abordent un sujet politique, alors ça peut prendre différentes formes. Ça peut être un sujet, un plateau avec une question explicitement politique. Ça peut être un plateau non politique, mais avec des invités qui d'un coup vont parler de politique à un moment donné et on va montrer un extrait d'un... Ce qui veut dire que tu es obligé de tout fader. Ah bah oui. Pour être précis, voilà, faut... En vitesse normale ou tu accélères un peu? Normale, et des fois, je reviens en arrière, je regarde 15 fois cette émission. C'est politisé, alors c'est pas tout à fait nouveau. Ça fait déjà 2, 3, 4 ans depuis la crise des Gilets jaunes, en gros. La politique a toujours intéressé Cyril Hanouna. Il avait invité en 2013 Jean-Luc Mélenchon. C'était son premier invité politique d'envergure nationale. Ça va créer entre les deux une forme de complicité que voilà. Très souvent Hanouna rappelle. Est-ce que par exemple Ardisson il y a 20 ans c'était pas déjà ça? Est-ce que ça n'avait pas déjà les mêmes répercussions? Je crois qu'il s'inscrit dans une généalogie en effet d'émissions qui ont ce prisme comme ça de mêler de manière assez compliquée parfois l'information et le divertissement. Thierry Ardisson, Ciel Montmardi, qui était d'ailleurs un des modèles un petit peu de
Cyril Hanouna. Là aussi, on avait une émission très, très potage. Ça parlait de société, ça s'engueulait partout sur le plateau tout le temps. Voilà. J'ai lu aussi dans une interview récente de Télérama qui le comparait à Michel Polac, droit de réponse. Alors là, on va quand même On va se calmer. on va mettre des limites parce qu'à la base, Michel Polac est un journaliste, un vrai journaliste qui avait le souci d'informer. Toutes les questions, tout le cadrage des sujets sont formulés de manière très binaire. On le voit à travers les petits panneaux oui, non, Oui, non, oui. pour, contre. Voilà. La formulation de la question qui suit aussi sur Twitter est posée aussi sous cette forme-là. Les échanges peuvent donner lieu à des nuances. Je ne dis pas que sur les plateaux, il n'y a pas de capacité à apporter des éléments, des éclairages, des choses un peu plus nuancées, mais généralement, tout est ramené ensuite à la fin quand il diffuse. Il le fait de temps en temps, pas tout le temps, mais quand il diffuse le résultat du sondage qui a circulé pendant ce temps-là sur Twitter, ça a un effet d'autorité et ça revient binariser la question qui a pu être éclairée sous des jours un petit peu plus nuancés parfois par des chroniqueurs ou des invités. Donc c'est ce côté binaire et c'est ce qui est un problème, je pense, dans la vision que Cyril Hanouna a du débat, c'est de faire des confrontations directes et de ne pas permettre des paroles qui sont soit modérées, soit plus nuancées. Tu reviens en effet sur ce que tu appelles des consultations Twitter, mais qui sont abusivement présentées à l'antenne comme des sondages. Sur Twitter, c'est une communauté de public qui est très politisée et selon les choix de réponses qui sont faits, on voit bien que l'orientation politique, elle est du côté des communautés d'extrême droite ou identitaires, comme c'est souvent autour des plateaux d'Éric Zemmour, on voit bien que les réponses favorisent Éric Zemmour. Et qu'il y a beaucoup de retweets, et j'ai regardé les tweets cités, donc il y a beaucoup de militants qui sont au taquet dès qu'il y a une question sur Zemmour et qui appellent en retweetant de manière citée les tweets, à voter telle ou telle réponse en la faveur pour créer un mouvement d'opinion. C'est ça le but. Sur le public de Cyril Hanouna, il y a eu un sondage IFOP il y a un an à peu près qui avait été fait sur son public qui montrait que c'était principalement des jeunes, la tranche 18-25 ans, des profils socio-démographiques qui sont des actifs populaires, donc des employés ou des salariés principalement, ou des inactifs non retraités. Et c'est vrai que c'est un public que les politiques convoitent particulièrement parce qu'ils ont du mal parfois à toucher ces catégories populaires. Et donc, c'est ce qui explique en partie l'intérêt que des membres du gouvernement ont eu pour cette émission qui leur permettait d'entrer dans un contact un peu relâché, un peu facile avec des catégories de population sans finalement avoir une sorte de dispositifs de redevabilité, d'accountability, on va dire, des questions et des relances surtout, qui soient très compliquées à gérer quand on est un homme politique et qu'on est habitué aux éléments de langage, etc. Donc c'est une émission qui est entrée totalement dans les outils de communication des membres du gouvernement et de ce gouvernement en particulier. Et c'est vrai qu'il n'a pas de langue de bois dans les formulations, mais dans le fond, ça n'est que ça. Parce qu'en réalité, tous les vrais sujets sont esquivés. Dès que, d'ailleurs, tu donnes des extraits, il dit de ça, je m'en bats les couilles. Dès qu'on rentre dans le concret, il y a plus personne là quand même. Politisation de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de sujets politiques dans une émission de divertissement, mais en fait, un processus de dépolitisation des sujets politiques aussi. Dès qu'on aborde un sujet, en effet, il faut que ça reste du relationnel conversationnel. Dès que ça mobilise des savoirs ou des compétences, où il sait que ça va aller sur un terrain qui n'est pas celui qui est attendu, qui va être peut-être austère, et il va prendre son rôle de manager et il va dire, attendez, on arrête là, c'est pas le sujet, on est sur quelque chose d'émotionnel, on reste là-dessus et vous m'emmerdez pas avec vos précisions. Voilà. Donc il est tout le temps à dépolitiser beaucoup les choses et c'est un problème quand on visibilise des hommes politiques d'extrême droite par exemple, parce que là on voudrait justement pouvoir démonter des discours très politiques sur l'histoire, sur le rôle de Pétain, les Juifs, etc. En réalité, tout ça est évacué très vite. Une invitée, je crois, ou une chroniqueuse, je ne sais plus, que tu cites, qui parle de la France libre de Pétain, qui a sauvé des Juifs. La France libre de Pétain qui a sauvé des Juifs. Et personne sur le plateau pour répliquer, pour s'étonner, hurler, se lever, pleurer, rien, zéro réaction. En janvier 2019, il va être un des tout premiers à consacrer une émission
spécial intitulé Gilets jaunes, sortir de la crise. Il se targue toujours de dire « moi je parle au quartier, moi je parle aux ouvriers, moi je parle aux chômeurs ». Est-ce qu'on peut lui donner forcément tort là-dessus? Non, moi je suis très nuancée dans la critique que je peux faire de Cyril Hanouna, autant sur des sujets purement politiques, il y a un petit problème et il y a un gros décalage surtout entre les discours. Quand il dit je donne la parole à tout le monde sur la campagne électorale, c'est pas le cas. En revanche, en effet, sur les sujets de société, il est en phase avec la société. Il faut avant tout avoir, pour passer chez Cyril Hanouna, des qualités d'échange et de poigne, on va dire, dans les échanges. L'extrême droite surmédiatisée, et tu démarres avec le traitement de faveur d'Éric Zemmour, qui est quand même ce par quoi ton étude a fracassé l'indifférence ambiante. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les choses? J'ai des chiffres sous les yeux si jamais tu ne les avais pas en tête. Alors pourquoi je suis là en train de vous parler? C'est parce que je suis sortie du silence. J'aurais pu Oui. très bien me contenter de continuer l'observation de ce terrain jusqu'à la fin de la campagne. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que ça m'a un petit peu interpellée tout ça? D'abord, au mois de septembre, je voyais mes données quanti, ça tient sur un tableau Excel. Mes données quali, c'est Attends. 8 cahiers, voilà, 8 cahiers de prise de notes, voilà. Donc ça, c'est le travail quali, c'est ce qui va me permettre de voir dans quel registre narratif on se situe quand on parle des candidats. Et c'est pour moi, comme tu le disais au début, plus important que juste les chiffres que je peux sortir à travers l'analyse quantique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Fin octobre, il y a Anas Kazib, un candidat ex-NPA, qui a fait une petite vidéo. Hey, Cyril Hanouna, bon, ça commence un petit peu à se voir quand même, hein, la propagande Zemmour. Va falloir faire pause un petit peu à un moment donné, parce que franchement, à la base, c'était une émission, elle critiquait Pékin Express et Koh-Lanta. Maintenant, il y a Messia tous les jours à la télé. Dans ce buzz, ce phénomène Zemmour qui se jouait, TPMP en faisait encore plus que les autres. Donc, je suis sortie de ma réserve, j'ai commencé à publier les données que j'avais à l'époque, donc c'était pas tout à fait les mêmes chiffres, mais les proportions sont restées à peu près les mêmes. En effet, Anas Kazib avait raison de dire que TPMP fait le jeu de l'extrême droite parce que voilà les chiffres que j'obtiens moi en comptant tout le temps d'antenne d'Éric Zemmour mais également de Marine Le Pen et de Florian Philippot. Je ne le fais pas par militantisme, je ne défends personne là-dedans, si ce n'est la vision que je peux avoir du débat public médiatique et l'idée que dans cette campagne, on mérite peut-être un petit peu mieux que ce qui se joue dans les médias aujourd'hui. Et voilà. Le pire n'est pas tant le chiffre que le registre narratif. Et là, je me dis qu'il y avait vraiment un risque qu'on s'endorme en voyant à ce point se banaliser des idées et des personnalités d'extrême droite sur un plateau où les gens, s'ils ne s'informent pas ailleurs, il y a un danger à ce qu'il n'ait comme représentation de l'extrême droite que ce qui leur est présenté, parce que tout est valorisé et on va dire séduisant, rendu séduisant. Zemmour n'est pas venu sur le plateau, il est venu sur Face à Baba, mais il n'est pas venu dans Touche pas à mon poste. En revanche, ses entourages, des jeunes ou des influenceuses patriotes, des jeunes femmes souriantes, jolies, tout ça, sont là pour faire avancer ses idées, avec, encore une fois, un contradictoire assez relâché et avec des modes de narratifs qui vont avantager Éric Zemmour. Je relève 3. Il y a la victimisation dont j'ai déjà parlé. Il y a l'idée de performance. Souvent, l'angle des questions, des sujets, des plateaux concernant Éric Zemmour vont être autour de ses qualités à produire des événements de campagne, par exemple quand il va à Drancy dans l'émission de Morandini, quand il fait son meeting de Villepinte, etc. Tout tourne autour de l'idée qu'il est performant, qu'il crée quelque chose. Et les chroniqueurs, c'est ça qui est assez déroutant, vont dire oui, moi je ne suis pas d'accord avec ces idées, mais leurs petites pancartes, oui, non, vont finalement valoriser et favoriser Éric Zemmour parce qu'ils vont répondre oui, il a été performant, oui, il a réussi son coup médiatique, oui, il est le maître des horloges, oui, ceci, oui, cela. Tu dis que Zemmour n'est pas venu sur le plateau. En revanche, il a enregistré des vidéos dites exclusives
spécialement pour l'émission. Très bien, ça c'est un premier point. Et puis il y a ce que tu appelles victimisation, banalisation, dépolitisation. On a des registres narratifs sur les plateaux consacrés à Zemmour et consultés sur Twitter. Éric Zemmour mérite-t-il d'être censuré? Vous a-t-il convaincu? Laurent Ruquier et Léa Salamé ont-ils réussi leur interview face à Éric Zemmour? Tatati, tatata. C'est vertigineux. Bah ça, ce sont toutes les questions envoyées sur Twitter à propos d'Éric Zemmour. Et en effet, Cyril Hanouna a fortement contribué à victimiser Zemmour en le faisant passer pour une victime de la censure. La censure, c'est pas ça. La censure, le CSA n'a pas censuré Zemmour, il a simplement demandé à ce que les diffuseurs prennent en compte une nouvelle donne de la campagne, c'est-à-dire que Éric Zemmour devenait de plus en plus un personnage, une personnalité politique, même s'il n'était pas encore candidat. Et sur le plateau de Cyril Hanouna, c'est devenu la victime d'une censure. Et grâce à ces petites vidéos, en effet, qui montrent à quel point il y a un traitement de faveur, Éric Zemmour sait qu'il va perdre son plateau face à l'info sur CNews. Donc l'enjeu est vraiment d'appeler les publics à sortir de CNews et aller le rejoindre sur d'autres arènes. Et là, il a réactivé sa chaîne YouTube. Donc, il vient demander à son public d'aller le rejoindre sur YouTube, de s'abonner, de suivre son actualité de campagne, qui n'est pas encore, qui est une tournée littéraire, bien sûr. Cyril Hanouna lui a offert ce traitement de faveur qu'il n'a fait à aucun autre candidat avec Éric Zemmour. Et il va le refaire encore plus tard. Et là, c'est encore plus grave parce que la campagne officielle a commencé à partir du 1er janvier. Et donc là, Cyril Hanouna, le 6 janvier, va diffuser une vidéo dans laquelle Éric Zemmour, qui est en panique sur la question des parrainages, de ses soutiens, va explicitement appeler les maires à lui apporter sa signature et va interpeller le public de TPMP à s'indigner qu'on vole le débat électoral et que lui risque de peut-être passer à la trappe de cette règle électorale qui est d'obtenir des parrainages, 500 parrainages pour être candidat. Tu relèves le 27 septembre dernier le président de Génération Z, Stanislas Rigaud, qui explique ironiquement qu'il va voter Benoît Hamon. Et Hanouna éclate de rire en lançant à l'adresse de Stanislas Rigaud, donc le président de Génération Z, c'est-à-dire la cheville ouvrière quand même de la campagne d'Éric Zemmour, Hanouna dit de lui « Ah, je l'adore, il est bon !» et les gens applaudissent. Voilà. Bah oui, ça fait partie de ces moments un peu qui sont problématiques parce que tout le monde est mis sur le même plan et tout est interprété en termes de relationnel et de bons clients. Donc voilà, quelqu'un qui a du répondant, quelqu'un qui fait de l'humour. Cyril Hanouna est fasciné par les jeunes. Il aime beaucoup les jeunes qui s'engagent. Il assure beaucoup la promotion, mais peu importe leurs idées, c'est ça le problème. Il veut pas savoir plus loin. Il y a cette impression qu'Hanouna donne que tout se vaut. Néanmoins, tes chiffres démontrent quand même que c'est extrêmement porté sur l'extrême droite. Donc, c'est tout se vaut, mais ça vaut plus quand c'est à l'extrême droite. Enfin, je suis un animal empirique. Moi, si vous voulez, je regarde 250 heures de Cyril Hanouna, je vois clair dans son émission. Je ne prétends pas aller dans la boîte noire et dans son cerveau, dans les intentions. Pourquoi, te demande Bibiou, pourquoi Marine Le Pen n'a pas le même traitement que Zemmour chez Hanouna? Eh ben parce il s'en expliquait très vite quand il a vu le phénomène Zemmour en septembre prendre de l'essor dans les sondages. Alors le rôle des sondages, très très important, parce que c'est ça qui vient légitimer ensuite la ligne éditoriale de l'émission. Pourquoi on en fait beaucoup autour de Zemmour, mais parce que c'est lui qui fait l'actualité. Et il vient tout le temps répéter ça pour dire « Attendez, j'en fais pas plus que les autres en font ». Et pourquoi Marine Le Pen? Parce qu'il l'a disqualifiée d'emblée. Il a dit, avec sa façon de faire le politiste de plateau, d'élaborer devant des communicants et d'autres ses théories politiques, que Marine Le Pen allait se vider de son électorat et de son entourage. Et il a eu cette comparaison. C'est comme en télé. Quand vous faites plus d'audience, vous devenez, on ne s'intéresse plus à vous. Alors, elle s'est rebellée et elle est revenue fin septembre, début octobre. On a vu des assauts du RN pour revenir sur le plateau, pour ne pas se laisser prendre cet électorat populaire, ce public populaire que lui offre l'émission.
Donc, on a eu Julien Audoul, Jordan Bardella qui sont venus dans l'émission à plusieurs reprises. Hein, et ça devenait le match des extrêmes qui a été, alors je crois que c'est un peu plus loin dans mon étude, qui a été symboliquement incarné par ce duel entre Juliette Briens, l'influenceuse patriote, et le maire de Moissac, qui était là pour parler des allocations qu'il retirait voilà, ici, exactement. C'est ici, là. Et là, ils se font un check. Alors là, c'est même, ça va plus loin que ça. Il y a Cyril Hanouna qui dit Juliette, je crois que vous avez un petit crush avec donc l'homme est un maire RN à Moissac, parce qu'elle vient de dire je suis contente de voir quelqu'un qui a les couilles, hein, qui a des couilles pour prendre des mesures comme ça, puisqu'il voulait retirer les allocations à la famille d'un délinquant. Elle soutient Zemmour, lui Marine Le Pen. Et on nous parle de petit crush, et ça vient comme en illustration symbolique de cette tentative qu'a Éric Zemmour pour faire une OPA sur Marine Le Pen et son parti. Tu nous expliques dans ton étude que Hanouna, en fait, regarde l'audience minute par minute sur son téléphone. C'est lui qui le dit dans son bouquin, le bouquin qu'il a sorti avec Christophe Barbier à l'automne. Il le dit qu'il se vide de son sang, il sent que les téléspectateurs s'en vont parce qu'il a une application qui lui permet de voir minute par minute l'évolution des audiences. Donc ça le rend... C'est quelqu'un qui est obsédé par l'audience et il ne faut pas aller plus loin. Avec cette idée qui est assez vicieuse, qui est de lancer des sujets, et le lendemain de revenir en disant « Regardez, c'est sur Twitter, ça buzz », donc de refaire un sujet, c'est-à-dire le buzz alimente le buzz et ainsi de suite. Là-dessus, il y a une maîtrise quand même qui est assez fortige de la part de l'équipe d'Hanouna. En fait, c'est une émission qui n'a pas de mémoire. Ton expression fait mouche, l'émission n'a pas de mémoire, le chat la reprend énormément, mais j'étais en train de me dire, c'est peut-être en ça que ton étude est particulièrement cinglante, c'est que justement, toi, tu as de la mémoire. Tu renvoies à l'émission exactement ce qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire, elle voudrait oublier le plus vite possible pour pouvoir passer à la polémique d'après sans lier les choses. Est-ce que, par exemple, quand tu as fait cette étude, tu as pensé à ça ? Tu as mis le doigt sur la raison pour laquelle je trouve cet objet d'étude fascinant. C'est qu'en fait, il y a vraiment un système de valeurs qui se construit au-delà du caractère un peu hiératique, chaotique de l'expression et des paroles. Est-ce que tu crois que c'est une qualité que d'être capable de se fondre dans une émission comme Hanouna? Et il y a dans le chat pas mal de questions là-dessus, c'est faut-il y aller ou pas? Alors, quand je ne sais pas si tu vas me répondre, c'est parce que ça sort un peu de ton cadre de chercheuse, mais la question se pose beaucoup chez les militants, entre autres. Faut-il aller ou non chez Hanouna? C'est une question essentielle et moi, ça rejoint le chapitre sur les insoumis parce que ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il n'y a pas de connaissance ou de prise en compte de la spécificité du dispositif. Les émissions télé, il faut le savoir, ce qui compte, c'est vraiment quel est le dispositif qui est proposé et pour quel message et quel public. Et je crois qu'avec Cyril Hanouna, ils sont un peu tous tombés dans le piège. La sympathie, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, et qui est capable d'avoir du répondant, autre qualité, etc. Donc, ils viennent sur le plateau un petit peu pour ça. Les membres du gouvernement viennent aussi pour toucher un public populaire, pour faire passer des mesures, des éléments de langage. Mais eux, ils sont en responsabilité. Les autres, ils veulent un petit peu conquérir davantage et séduire davantage leurs audiences. Donc, et là, je crois qu'ils se fourvoient un peu. On l'a vu d'ailleurs avec l'émission Face à Baba, même si c'est un autre dispositif. Jean-Luc Mélenchon a compris qu'il était tombé dans un piège et qu'il n'a pas assez pris en compte le dispositif et la façon dont celui-ci pouvait être détourné, parce que Cyril Hanouna casse souvent les codes, ne respecte jamais le fil conducteur de son émission, mais ça devient une norme. Une fois qu'on a étudié le registre de l'émission, qu'on est invité, qu'on connaît son dispositif, faut-il y aller ou pas? Ou d'après toi, c'est injouable? Le dispositif est plus fort que l'invité. La question, c'est qu'on y va pour dire quoi? Parce que quand les insoumis, c'est ce que je dis dans l'étude, viennent uniquement pour répondre
à une question qui centralise Éric Zemmour, par exemple, ça a été le cas tout l'automne, ça a été uniquement ça, quand David Guiraud, quand Julie Garnier sont venus sur le plateau de TPMP, c'était face à Jean Messia, face à Éric Nolot qui venait d'aller à Villepinte au meeting de Zemmour, etc. Donc ils étaient dans une éthos d'adversité dans lequel ils étaient plutôt bons, hein, on va dire offensifs en termes d'éthos, voilà, ils arrivaient à avancer des choses de manière un peu pugnace, ce que valorise l'émission. En revanche, le calcul, la stratégie politique derrière, elle était inexistante parce que les idées qu'ils proposent, qu'ils défendent, dont ils sont censés assurer la promotion sur des plateaux comme ça, ne sont jamais venues. Julie Garnier n'a pas avancé une seule idée. David Guiraud a essayé, mais on était... Voilà, à partir du moment où la question, et c'est l'effet de cadrage qui prime encore une fois, la question va avantager l'adversaire, vous ne faites que répondre à l'adversaire. C'est toute la problématique. Tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que tu parles d'archétype du contradictoire de plateau. Alors il y a David Guiraud, il y a évidemment Raquel Garrido, dont il est évidemment aussi question dans le chat. Alors là, la confusion des genres, elle est encore plus importante puisque elle est fille et chroniqueuse dans l'émission. Et ça te fait dire que les Insoumis, en fait, sont un rouage de l'émission. Ça fait partie du dispositif. C'est pas complètement dû au hasard, quoi. Bah, c'est un peu sévère, mais moi, c'est pas. Enfin, encore une fois, je défends personne dans cette affaire, mais je l'observe fonctionnellement et je vois que oui, ça permet de faire fonctionner les plateaux, les modes de clash qui sont attendus. Et si jamais le fond peut être évoqué ici ou là, c'est pas les idées des Insoumis qui sont mises en avant. Donc c'est ça que Jean-Luc Mélenchon a. Parce qu'il est rentré dans un mode relationnel avec Cyril Hanouna, que ça a été dupliqué à l'échelle de ses entourages. Raquel Garrido, en devenant chroniqueuse dans Balance ton poste, qui a compris finalement aussi le problème, puisqu'elle est partie maintenant de Balance ton poste, en faisant le constat que Éric Nolot, dès lors qu'il venait animer l'émission, la politisait. Elle s'en expliquait devant Sonia Delvillers il y a quelques semaines. Une personne, c'est toi. Tu arrives à influencer une machine, à gripper la machine, c'est quand même génial. Nous sommes le 1er février 2022, il est 7h55. Cyril Hanouna n'est pas content. Voilà, Hanouna marche-pied d'Éric Zemmour, 53% du temps politique qui est consacré à l'extrême droite. C'est faux, puisque parce qu'il y en a beaucoup qui disent 53% du temps d'antenne de TPMP. Alors que, en fait, le temps d'antenne politique, c'est toujours selon Claire Seca, il représente que 17% de l'émission. Ouais. Donc en fait, ça représente que 8,5% de l'émission globale. Donc voilà, Éric Zemmour, on va pas se mentir, c'est toujours un carton d'audience. Ouais. On va pas regarder. En étant direct, alors ce qu'elle dit Claire Seca, c'est qu'elle s'occupe pas des autres, mais c'est vrai que nous, forcément, on parle d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que Éric Zemmour, on va pas se mentir, c'est lui aujourd'hui qui fait le plus parler de lui, Géraldine. D'abord, moi je trouve que, d'abord c'est gratifiant et valorisant qu'il y ait une chercheuse du CNRS qui vous regarde comme objet télévisuel, comme phénomène de société. Je suis comme un fou. Après, là où je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, elle aille du côté de la bien-pensance tout de suite, France Inter, là où ça parle tout que dans un sens. Elle devrait venir, elle devrait se confronter au réel, elle devrait venir ici nous expliquer pourquoi son étude conclut ça, parce que ce serait vraiment intéressant, il y aurait un vrai débat d'idées. Ça montre que j'ai mis le doigt sur des choses sensibles, à mon avis. Et alors, ils m'ont invité sur le plateau, à venir sur le plateau ce jour-là. J'ai refusé parce que je ne veux pas aller sur mon objet. La blessure narcissique qu'il montre à l'antenne et il envoie ses chroniqueurs le défendre, etc. Tu l'expliques par quoi ? Par le sérieux de ton travail, la rigueur de ton travail qu'ils essaient de démolir en donnant d'autres chiffres qui ne sont pas les bons, ou par l'écho médiatique que ton travail a rencontré ? Je pense qu'il a pris mon travail au sérieux, qu'il a lu toute la semaine, qui a été très pénible pour moi à suivre parce que j'avais la boule au ventre, je ne vous cache pas, en regardant l'émission et en faisant le travail que j'aurais dû faire de manière totalement confortable habituellement. Mais j'ai vu, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, il a prononcé pour la première fois le mot extrême droite, alors que ça n'apparaissait pas dans son vocable, Cyril Hanouna. Il utilisait tout le temps extrême gauche pour parler des gens d'extrême gauche. Et dès qu'on passait de l'autre côté de l'échiquier politique, on était sur la droite, voire la droite, hein, mais jamais extrême droite qui n'existe pas. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une idée toute bête de dire l'élite contre nous, le CNRS contre nous, les représentants du peuple ? Il y a cette chroniqueuse, cette Géraldine que je ne connais pas, qui dit
cette phrase extraordinaire qu'elle dit, qu'elle te reproche de ne pas être venu sur le plateau avec cette expression de ne pas avoir affronté la réalité. Comme si, enfin, c'est très intéressant de voir que pour eux, la réalité, c'est leur plateau. Ils sont dans une forme de réalité, mais moi, simplement, je ne donne pas des bons points de conformité au monde réel. Il y a du monde réel partout. Et mon monde réel, si jamais j'avais été sur le plateau, si j'avais voulu faire un décadrage de leur... Mais je ne pense pas y avoir réussi. Je n'ai pas les qualités, on va dire, de répartie pour ça. Mais j'aurais dit, la seule chose que j'aurais envie de dire sur ce plateau, c'est que justement, je suis dans un monde réel autant qu'eux, et que eux, ils cachent en fait ce qui est une forme d'anti-intellectualisme derrière des accusations de mépris de classe. C'est souvent comme ça qu'ils s'en sortent pour attaquer les médias qui parlent de Cyril Hanouna plutôt en mal. Voilà. Quand on en parle en bien, ça devient nos copains, et puis quand on en parle en mal, ça devient du mépris de classe à l'égard du public populaire de Cyril Hanouna. L'effet des émissions sur la visibilité de l'extrême droite dans les réseaux sociaux est-il mesurable? Dans quelle mesure Hanouna fait monter volontairement et artificiellement l'extrême droite dans le top tweet? Ces sondages Twitter, lui, va permettre plutôt de faire de la cartographie, comme on dit, du web, et de voir un peu comment, dans quelle sphère, par qui, quels sont les profils politiques en fait de ceux qui retweetent et qui font circuler ces messages, et comment du coup ça permet d'avoir un effet d'autorité, encore une fois très idéologisé dans l'émission, parce que quand on donne le résultat d'un sondage qui va favoriser Éric Zemmour, bah l'invité en plateau va pouvoir du coup transformer le résultat du sondage en une petite phrase assertive du genre « Voyez, les Français me donnent raison » ou « donnent raison à Éric Zemmour ». Donc ça crée des effets d'opinion et des effets d'autorité très forts. Tu nous dis que grosso modo, la machine Hanouna, en fait, c'est la bipolarisation de l'après-campagne, puisque c'est ce que tu as étudié. En gros, l'extrême droite d'un côté, Macron de l'autre, et LFI qui joue un peu les idiots utiles, hein, les complices, plus ou moins malgré eux, et les autres qui sont invisibilisés, et dès lors, la majorité présidentielle qui bénéficie du traitement. Ça s'est produit très tôt dans la campagne, c'est pour ça que c'est quand même inquiétant, alors qu'on était au mois de septembre, je voyais déjà cette bipolarisation du débat dans cette émission en particulier, alors que toutes les autres chaînes ont quand même, tout en faisant de Zemmour un phénomène médiatique, ont quand même offert au public un spectre de politique beaucoup plus large, hein, en parlant des primaires, encore une fois, écologistes, etc. Chez Hanouna, il y avait un réductionnisme très très fort du débat autour d'Emmanuel Macron et autour d'Éric Zemmour en particulier. On voit qu'il y a un problème, parce que s'il s'agit de phagocyter un petit peu le débat électoral en laissant entendre qu'il n'y a personne d'autre qui peut exister, quand bien même les autres sont dans la panade politiquement, mais ça c'est leur problème, on va dire, quand on se prétend acteur et animateur de la vie politique, on se doit quand même de donner à comprendre un peu toutes les sensibilités politiques. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait, et il a plutôt continué ce qu'il faisait à l'égard du gouvernement. Alors là, c'est Marlène Schiappa en particulier qui a permis, je pense, à Cyril Hanouna d'être considéré comme un plateau, une arène très, très bénéfique auprès des autres membres du gouvernement, mais on a vu jusqu'alors des personnes qui avaient toujours refusé, comme Jean-Michel Blanquer, qui sont venus cet automne c'était au moment de la sortie de son ouvrage sur l'école ouverte. Tu vas jusqu'à parler de clientélisme gouvernemental entre Hanouna et ses invités. Ben oui, parce qu'il est, à plein de moments, sur plein de sujets différents, il est souvent, il endosse lui-même le rôle, quand il n'y a pas d'autres intervenants politiques, des représentants de la majorité sur le plateau, il endosse lui-même, ou avec ses chroniqueurs, en particulier Bernard Montiel, qu'il labellise lui-même de porte-parole de l'Élysée, hein, pour dire sa proximité avec le couple Macron en particulier. Il va assurer la promotion et la défense même de ceux qui peuvent être impliqués. Et Marlène Schiappa, elle appelle en direct dans l'émission, et Cyril Hanouna passe son message à l'antenne en soutien de l'action gouvernementale et de la figure d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Marlène, merci. Merci vous aussi, merci.
Voilà, donc il y a des gens qui nous appellent directement. Voilà. Capitaine qui nous dit ah donc on ne vire pas dans la théorie du complot quand on se dit que Bolloré, donc qui est le patron d'Hanouna, le propriétaire de la chaîne, quand on se dit que Bolloré a tout intérêt à créer ce deuxième candidat, Éric Zemmour de l'extrême droite, pour privilégier le candidat République en marche. Est-ce que ton étude, dit autrement, est-ce que ton étude t'a permis, te permet d'affirmer ça ou pas? On sait que Bolloré utilise ses médias, tous ses contenus pour des raisons idéologiques, quand bien même ils s'en défendent devant une commission de sénateurs dédiée à la question de la concentration des médias. Tout concorde vers l'idée qu'il est en effet dans une démarche très idéologique. C'est très marrant parce qu'il détricote complètement le truc d'Assouline, c'est-à-dire que Assouline fait la somme et lui dit « à part un, on est tout petit, à part un, on est les derniers ». Et il a même été d'ailleurs démenti par son propre poulain Zemmour, qui a dit qu'il était bien dans cette mission de civilisation. Absolument, oui. Ça n'a pas besoin d'être des accords idéologiques sur tous les plans. Il suffit qu'il y ait fonctionnellement des logiques qui convergent vers les intérêts, les résultats que ça peut produire pour que ça fonctionne. Et il suffit de mettre les bonnes personnes à la direction de chaîne, etc. Des gens qui ne vont pas contredire la direction, qui vont être loyaux. La loyauté de groupe est encore une fois une valeur cardinale. Voilà. Et l'autre illustration peut-être la plus concrète possible, c'est les chiffres qu'avance Patrick Hebno, historien des médias et d'économie, qui montrent que si Canal+ fait en effet des profits, des bénéficiaires par des questions de divertissement qu'ils vendent, CNews et C8, donc ces deux chaînes, sont déficitaires. Il y en a une qui perd 13 millions CNews, je crois, en 2020, et C8, c'est 48 millions. Donc c'est énorme, c'est beaucoup de pertes d'argent. Donc à quel moment on s'autorise à perdre autant d'argent, si ce n'est, c'est pas pour des raisons économiques, c'est bien pour des raisons politiques. Voilà, on est dans une démocratie d'opinion, moi faut le reconnaître, voilà, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'en effet, ne pas donner à penser que les opinions ne reposent sur rien. Elles reposent sur des faits, et c'est l'élaboration, l'explicitation de données factuelles, plutôt factuelles, qui doivent être bien prises en compte. Moi, voilà, je pense que les téléspectateurs sont censés être aussi en capacité d'avoir leur esprit critique, de ne pas avaler les contenus comme des moutons. Et quand il y a des choses qui sont particulièrement problématiques, parce qu'il ne faut pas porter atteinte à la liberté d'expression, c'est quand il y a des choses particulièrement problématiques qu'il doit y avoir des procédures. Donc, on peut saisir l'ARCOM et dire, voilà, sur tel contenu, il y a eu un problème. Et après, c'est examiné par l'ARCOM. Donc, c'est vrai qu'il y a une temporalité institutionnelle un petit peu longue par rapport au contenu même. Et que, du coup, là, quand l'ARCOM fait des reproches à Cyril Hanouna, ça vient 6 mois après. Alors, maintenant qu'on est passé en période électorale, ils regardent les comptes tous les 15 jours. Donc, ça veut dire qu'ils sont quand même sur une temporalité beaucoup plus resserrée. Et s'il y a des problèmes par rapport au contenu des émissions, on parle de Cyril Hanouna, mais ça peut toucher n'importe qui d'autre, ils vont réagir plus rapidement qu'hors période électorale. L'expression des opinions, c'est au regard de la loi, et là, la loi se saisit, mais le problème, c'est le décalage entre le temps de la justice, les condamnations d'Éric Zemmour pour des propos tenus à l'antenne, par exemple, et puis le temps de l'ARCOM, du régulateur. C'est ça qui est mal perçu par les citoyens. Je peux comprendre les exigences, mais il faut bien avoir en tête que tout dispositif plus contraignant pourrait porter atteinte à la liberté d'expression aussi. Hanouna est un symptôme assez fort de ce qui se joue aujourd'hui dans notre monde de l'information au sens large du terme. C'est vrai, parce qu'il va dévoyer un petit peu les principes de l'information. C'est vrai que dans son émission, on attaque beaucoup le journalisme d'investigation avec tout le temps les mêmes arguments, fait du militantisme, etc. etc. Alors que, pour dire que l'émission n'a pas de mémoire, quand ils ont fait l'émission autour de DSK et de ces escroqueries dans Cache Investigation. Quand on a vu le reportage jeudi soir, on n'y a pas cru, on s'est dit c'est incroyable. Donc ils ont commencé le soir même ou le lendemain à attaquer Lise Lucet et ses méthodes d'investigation, son journalisme militant, son travail à charge contre DSK.
3 jours plus tard, ils invitaient qui? Les 2 personnes retraitées qui étaient victimes de DSK, sans jamais dire que Élise Lucet avait eu raison de leur donner le statut de victime et qu'ils étaient bel et bien victimes, parce qu'ils sont pris dans les logiques de groupe et d'attaque permanente sur le service public, voilà, c'est là aussi qu'on retrouve les systèmes de valeurs Hanouna et ces marottes, on va dire, c'est j'aime pas. Que pense Claire de l'affirmation suivante? Seul le monde médiatique est autant obnubilé par les médias. Ces derniers ne seraient donc pas si influents dans la vie de tous les jours. Alors évidemment, c'est une critique, mais je trouve qu'elle est intéressante, elle ouvre la perspective. Est-ce que le monde médiatique est trop nombriliste et s'accorde plus de pouvoir, plus d'étendue qu'il n'en a? Alors, cette émission est nombriliste par définition, puisqu'à la base, elle était faite pour discuter des contenus médias. C'est une émission de critique des médias. Cyril Hanouna est une personnalité nombriliste également, très égocentrée, qui revient toujours à lui-même dans sa façon de porter les choses. Donc, on est effectivement dans une sorte de rétrécissement de la vision qui va peut-être donner ce sentiment, en effet, qu'il y a un monde médiatique très, très nombriliste. Après, la question de l'influence, encore une fois, c'est pas parce que, en sociologie des médias, c'est pas parce que vous êtes exposé à un contenu que vous subissez une influence directe. La réception, les études de réception montrent bien que l'exposition à un contenu média et l'influence qu'il peut avoir sur vous, ça passe pas simplement par le fait de l'avoir vu. Parfois même, vous êtes influencé par des contenus que vous n'avez pas vus. Mais simplement, vous allez entendre des gens qui vont en parler et qu'il y a autour des contenus médias, surtout c'est ça la définition de la réception, qu'il va y avoir tout un processus de socialisation. Vous en parlez avec vos amis, avec vos voisins, avec votre famille, et c'est ça qui infuse. C'est pour ça que quand il y a un débat un peu saillant, ou les débats d'entre-deux tours, par exemple, dont on parle beaucoup, vous prenez les réactions à chaud, vous demandez l'avis des gens à chaud, sans qu'ils aient entendu le moindre commentaire autour de ce débat, et vous le prenez 2 jours plus tard, et vous allez avoir quelque chose d'assez différent qui va... Voilà. Donc l'opinion, elle se forge aussi beaucoup par tout le travail de socialisation autour de ces contenus. Donc, ça limite quand même le pouvoir d'influence, en tout cas direct, que peuvent avoir les médias, parce que tout dépend de la façon dont on va ensuite orienter les échanges autour de ces contenus. Alors, vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Je tiens quand même à te dire, Claire, que cette émission, c'est l'une de celles où il y a eu le plus de monde. Donc, à mon avis, mais tu l'as senti, ton travail porte beaucoup de choses. Voilà. Il y avait peu de travaux sur Hanouna, il y avait quelques articles dessus. Fascinant de rigueur, ça j'aime bien. Merci, dit Marcel. Fascinant de rigueur. Mais voilà, ça montre que quand on prend le temps et quand on essaye d'aller sur les questions de fond, ça peut donner... Moi je le rencontrerai probablement après la campagne, Cyril Hanouna, parce qu'il y a... Attention, tu es en train de nous faire une chiapade, là. Non, pas du tout. Tu sais, quand elle dit ça se passe très bien avec nous, entre nous... Non, mais il a déjà dit à l'antenne que j'étais son ami, n'importe quoi. Il essaye de me faire entrer dans son économie relationnelle, mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je rencontre mon objet d'étude parce que ça fait partie de la démarche d'aller... Là, quand j'ai travaillé sur 30 millions d'amis, j'ai demandé un entretien avec Réa Hutin. Pareil, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas avec Cyril Hanouna. Je m'attends un petit peu de langue de bois, mais pourquoi pas Oh là là, Véragone te dit, elle va finir chroniqueuse. Non, surtout. T'imagines. Merci beaucoup, Claire. Bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir, les tweet shows. Ciao, ciao.